La lumière est la chose la plus rapide de l'univers. Rien ne la dépasse. Un seul photon traverse la distance entre la Terre et la Lune en 1 seconde et demie, atteint Mars en 3 minutes et sort de notre système solaire entier en quelques heures. Cela semble incroyablement rapide. Mais voici la vérité terrifiante que les scientifiques disent rarement à voix haute. La lumière est lente, atrocement, désespérément lente. Si lente que même en voyageant à son maximum absolu, un faisceau de lumière lancé aujourd'hui vers l'étoile la plus proche n'arriverait pas avant 4 ans et 3 mois. Si lente qu'une civilisation extraterrestre dotée d'une technologie d'1 million d'années d'avance sur la nôtre aurait encore besoin de décennies, de siècles ou de millénaires pour atteindre physiquement la Terre. La vitesse de la lumière n'est pas un pont entre les mondes, c'est un mur de prison. Et nous sommes tous enfermés à l'intérieur. Si ce genre d'exploration vous passionne, un geste pour aimer cette vidéo et vous abonner nous aide énormément à continuer ces plongées dans les profondeurs de la science. Maintenant, commençons. La lumière se déplace à environ 1,80 milliard de kilomètres par heure. Rien dans l'univers ne voyage plus vite. Pas les particules accélérées dans les collisionneurs les plus puissants sur Terre. Pas les ondes de choc des étoiles qui s'effondrent. Pas le rayonnement qui s'échappe d'une supernova au moment de la détonation. La lumière occupe le plafond absolu de la vélocité physique. Une limite de vitesse tissée dans l'architecture de l'espace et du temps par les lois de la physique elle-même. Einstein l'a prouvé en 1905. Chaque expérience depuis l'a confirmé. La vitesse de la lumière n'est pas juste rapide. C'est la plus rapide que quoi que ce soit puisse jamais être. Et à l'échelle humaine, cela ressemble à de la magie. En ce moment même, la lumière accomplit une tâche si rapide qu'elle fait paraître geler toute autre vitesse dans la nature. Un seul photon, quittant une lampe torche dans votre main, atteint le mur en face de la pièce en environ 10 milliardièmes de seconde. Ce même photon, s'il était tiré horizontalement à la surface de la Terre, ferait le tour de la planète entière 7 fois et demie en 1 seule seconde. Dans le temps qu'il faut à votre cerveau pour enregistrer la sensation de toucher une cuisinière brûlante, la lumière a déjà voyagé de Paris à Sydney et retour environ 10 fois. La vitesse est si extrême que pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les scientifiques ont véritablement débattu de la question de savoir si la lumière se déplaçait du tout ou apparaissait simplement partout instantanément. Ce n'est qu'en 1676 que l'astronome danois Ole Rømer a calculé une vitesse finie pour la lumière en observant les lunes de Jupiter. Il a remarqué que le timing des éclipses changeait selon que la Terre se déplaçait vers Jupiter ou s'en éloignait. La différence était causée par le fait que la lumière avait besoin de temps supplémentaire pour traverser la distance changeante. Son travail était révolutionnaire. Et quand Christian Huygens a plus tard utilisé les données de Rømer pour calculer une valeur numérique, le résultat était d'environ 227 000 km par seconde. Imprécis par rapport aux mesures très modernes, mais cela a fracassé l'idée d'une illumination instantanée qui dominait la pensée scientifique depuis Aristote. La lumière était rapide, inimaginablement rapide, mais elle n'était pas infinie. Elle avait une vitesse mesurable, et cette vitesse, aussi grande soit-elle, signifiait que la lumière avait besoin de temps pour voyager. Ce fait apparemment simple contenait en germe tout ce que nous allons découvrir dans ce voyage. Les instruments modernes ont affiné la mesure de Rømer avec une précision extraordinaire. La lumière voyage à exactement 299 792,458 km par seconde dans le vide. Les scientifiques connaissent ce nombre si précisément qu'ils l'utilisent en fait pour définir le mètre lui-même. 1 mètre est la distance que la lumière parcourt en un 299 792 458e de seconde. La vitesse de la lumière n'est pas simplement mesurée. C'est la règle contre laquelle toutes les autres mesures sont faites. À l'échelle de l'expérience quotidienne,
Cette vitesse est écrasante. Considérez la Lune. Elle est suspendue dans le ciel à environ 385 000 km de la Terre. La lumière traverse cet écart en 1 seconde et demie. Quand les astronautes d'Apollo parlaient au contrôle de mission depuis la surface lunaire, leurs mots voyageaient à la vitesse de la lumière via des ondes radio et le délai était à peine perceptible. Une pause conversationnelle, une légère hésitation, rien qui ne suggère que le signal venait de traverser 400 000 km de vide. Maintenant, étendez le faisceau jusqu'au Soleil. Notre étoile se trouve à environ 150 millions de kilomètres. La lumière couvre cette distance en 8 minutes et 20 secondes. Quand vous sortez et sentez la chaleur du Soleil sur votre visage, ces photons ont quitté la surface du Soleil avant que vous n'ayez commencé à vous brosser les dents. Le Soleil que vous voyez dans le ciel n'est pas le Soleil tel qu'il existe en ce moment. C'est le Soleil tel qu'il existait il y a 8 minutes. Si le Soleil disparaissait à cet instant, vous continueriez à le voir briller pendant 8 minutes supplémentaires avant que le ciel ne devienne noir. Vous sentiriez sa chaleur, vous verriez sa lumière. Et tout cela serait un fantôme. Ce délai est si court qu'il s'enregistre à peine dans la conscience humaine. 8 minutes, c'est trivial. Nous attendons plus longtemps pour un café. Mais cela représente le premier murmure d'un problème qui deviendra plus fort et plus terrifiant à mesure que nous pousserons plus loin dans l'espace. Mars, à son approche la plus proche, se trouve à environ 55 millions de kilomètres de la Terre. La lumière l'atteint en environ 3 minutes. À sa distance maximale, quand Mars et la Terre sont de côtés opposés du Soleil, la distance enfle à 400 millions de kilomètres et la lumière a besoin d'environ 22 minutes. Les contrôleurs de mission de la NASA ressentent déjà ce délai de manière aiguë. Quand le rover Perseverance rencontre un obstacle sur la surface martienne, le signal rapportant le problème met des minutes à atteindre la Terre. La commande pour s'arrêter met des minutes à voyager en retour. Au moment où les instructions arrivent, le rover conduit à l'aveugle depuis une bonne partie d'une demi-heure. Même à la vitesse de la lumière, Mars est assez loin pour que le contrôle en temps réel devienne impossible. Jupiter se trouve à environ 778 millions de kilomètres du Soleil. La lumière a besoin d'environ 43 minutes pour faire le voyage. Saturne se trouve à 1,4 milliard de kilomètres. La lumière met environ 79 minutes. Au moment où vous atteignez Neptune, la planète majeure la plus éloignée, à environ 4,5 milliards de kilomètres, la lumière a besoin de plus de 4 heures pour arriver. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, est actuellement l'objet fabriqué par l'homme le plus distant dans l'espace. Si éloigné qu'un signal provenant d'elle, voyageant à la vitesse de la lumière, met environ 22 heures à nous atteindre. Presque un jour entier pour un message se déplaçant à la vitesse la plus rapide de l'univers. 22 heures. Et Voyager 1 n'a même pas quitté le voisinage. Elle a à peine franchi la limite où l'influence du Soleil s'estompe et où l'espace interstellaire commence. En presque 5 décennies de voyage, couvrant 24 milliards de kilomètres, Voyager 1 a traversé moins d'un 400e d'une seule année-lumière. C'est là que l'illusion commence à se fissurer. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en 1 an de mouvement continu. À 1,80 milliard de kilomètres par heure, fonctionnant sans arrêt pendant 365 jours, la lumière couvre environ 9500 milliards de kilomètres. Ce nombre est si grand que l'écrire en forme standard nécessite 13 chiffres. Et il représente l'unité de base de la mesure interstellaire. L'incrément significatif le plus petit quand on parle des distances entre les étoiles. Le système stellaire le plus proche de notre Soleil est Alpha du Centaure, un système triple composé d'Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, et leur compagnon distant Proxima du Centaure. Proxima est la plus proche des trois, se trouvant à environ 4,24 années-lumière de la Terre.
Cela se traduit par environ 40 000 milliards de kilomètres. Laissez ce nombre s'installer un moment. 40 000 milliards de kilomètres. La lumière, la chose la plus rapide de l'univers, a besoin de 4 ans et 3 mois pour franchir cet écart. Un faisceau de lumière quittant la Terre en ce moment n'atteindra pas l'étoile la plus proche avant 2030. Et c'est l'étoile la plus proche, l'équivalent galactique de la maison d'à côté. En 2016, les astronomes ont confirmé l'existence de Proxima Centauri b, une planète d'environ la masse de la Terre en orbite dans la zone habitable de Proxima du Centaure. La découverte a électrisé la communauté scientifique parce qu'elle signifiait qu'il y avait un monde potentiellement rocheux recevant assez d'énergie de son étoile pour possiblement supporter l'eau liquide, juste à côté en termes cosmiques. La planète orbite son hôte naine rouge une fois tous les 11,2 jours terrestres, beaucoup plus proche de son étoile que Mercure ne l'est de notre Soleil. Que Proxima Centauri b abrite réellement des conditions adaptées à la vie reste profondément incertain. Son étoile est une étoile à éruption, sujette à des explosions violentes de rayonnements ultraviolets et de rayons X qui pourraient arracher toute atmosphère. La planète est probablement verrouillée par les forces de marée, avec une face perpétuellement en train de cuire et l'autre gelée dans une nuit éternelle. En 2026, nous ne savons toujours pas si elle a une atmosphère du tout. Mais le point crucial n'est pas de savoir si Proxima Centauri b est habitable. Le point crucial est où elle se trouve. 4,24 années-lumière. 40 000 milliards de kilomètres. Même si c'était un jumeau parfait de la Terre, grouillant d'océans et d'oxygène et de vie, la lumière elle-même a besoin de plus de 4 ans pour franchir l'écart. Un message radio envoyé aujourd'hui n'arriverait pas avant 2030. Une réponse, si quelqu'un était là pour en envoyer une, ne nous atteindrait pas avant 2034 au plus tôt. Un simple échange de bonjour consommerait presque une décennie. Et Proxima du Centaure est la candidate la plus proche que nous ayons. Éloignez-vous et les nombres deviennent sauvages. L'étoile de Barnard, la prochaine étoile isolée la plus proche, se trouve à environ 5,96 années-lumière. Ross 128 se trouve à environ 11 années-lumière et abrite une planète qui pourrait être tempérée. L'étoile de Teegarden, à environ 12,5 années-lumière, abrite Teegarden's Star B, un monde qui a obtenu un score proche du sommet de l'indice de similarité terrestre quand il a été découvert en 2019, avec une température de surface estimée à environ 20 degrés Celsius. Pourtant, la lumière a besoin de 12 ans et demi pour l'atteindre. Le système TRAPPIST en a fait les gros titres mondiaux en 2017 quand les astronomes ont annoncé 7 planètes de taille approximativement terrestre en orbite autour d'une seule étoile naine rouge ultra froide, avec au moins 3 situées dans ou près de la zone habitable. Cela a été et reste l'un des systèmes multiplanétaires les plus prometteurs pour étudier l'habitabilité. Mais TRAPPIST se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre. La lumière quittant la Terre, l'année de votre naissance, n'y serait toujours pas arrivée si vous avez moins de 40 ans. Un message envoyé à la vitesse de la lumière, le jour où la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, en 1945, arriverait tout juste dans le système maintenant. La Voie lactée s'étend sur au moins 100 000 années-lumière dans son disque visible seul. Certaines mesures récentes suggèrent qu'elle pourrait s'étendre jusqu'à 200 000 années-lumière ou plus quand vous incluez le halo stellaire extérieur. Le centre galactique se trouve à environ 26 000 années-lumière de la Terre. La lumière qui a quitté le centre de notre galaxie, quand les premiers humains peignaient des grottes en Europe, ne nous a toujours pas atteints. Elle arrivera dans environ 24 000 ans de plus. La galaxie contient un nombre estimé de 200 à 400 milliards d'étoiles. Parmi celles-ci, les astronomes croient maintenant qu'une fraction significative abrite des planètes. L'analyse statistique des données du télescope spatial Kepler
suggère qu'il pourrait y avoir des milliards de planètes de taille terrestre en orbite dans des zones habitables à travers la Voie lactée. Des milliards de foyers potentiels pour la vie. Mais ces milliards de mondes sont dispersés à travers un disque de 100 000 années-lumière de large. Les mondes habitables ne sont pas répartis uniformément. Ils sont éparpillés aléatoirement à travers cet énorme volume, séparés par des gouffres mesurés en années-lumière, dizaines d'années-lumière, centaines d'années-lumière. C'est là que la vraie nature de la vitesse de la lumière se révèle. La lumière n'est pas rapide dans un sens interstellaire significatif. Elle est atrocement, presque comiquement lente. Un photon quittant la Terre et se dirigeant vers le centre de la Voie des Lactées n'arrivera pas avant 26 000 ans. Un photon se dirigeant vers le côté opposé de la galaxie aura besoin de 100 000 ans. Un photon visant la galaxie d'Andromède, notre voisine galactique majeure la plus proche, aura besoin de 2,5 millions d'années pour arriver. Et ce sont des photons, des particules sans masse, voyageant à la vitesse maximale absolue que l'univers permet. La vitesse de la lumière semble rapide parce que les humains ont évolué sur une planète de 13 000 km de diamètre, en orbite autour d'une étoile à 150 millions de kilomètres. À ces échelles, la lumière est instantanée à toute fin pratique. Vous appuyez sur un interrupteur et la pièce s'illumine. Vous regardez la Lune et vous la voyez telle qu'elle était il y a 1,5 secondes, un délai qu'aucun humain ne peut percevoir. Mais au moment où vous essayez d'utiliser la vitesse de la lumière pour connecter 2 systèmes stellaires, l'illusion s'effondre. La vitesse qui semblait infinie sur Terre devient une progression rampante entre les étoiles. La vitesse la plus rapide possible dans la nature devient une barrière, pas d'un pont. C'est comme découvrir que la voiture la plus rapide jamais construite peut traverser un parking en un clin d'œil, mais a besoin de siècles pour traverser un continent. Ce décalage entre la vitesse perçue de la lumière et son utilité réelle sur les distances interstellaires est le piège central du cosmos. Il crée un univers où des civilisations intelligentes peuvent lever les yeux, observer des milliards bords d'étoiles, détecter les signatures de mondes potentiellement habitables et calculer que la galaxie devrait grouiller de vie. Mais simultanément, atteindre ces mondes, y voyager physiquement, nécessite de confronter une limite de vitesse si restrictive que même les destinations les plus proches demandent des échelles de temps mesurées en décennies, siècles ou millénaires. Et voici le détail qui resserre encore le piège. Nous avons parlé de la vitesse de la lumière, le maximum théorique, le plafond absolu. Aucun objet matériel possédant une masse n'a jamais été accéléré à la vitesse de la lumière. Les lois de la physique encodées dans la relativité restreinte d'Einstein garantissent que tout objet possédant une masse, aussi petit soit-il, peut s'approcher de la vitesse de la lumière, mais jamais la toucher. Cela signifie que tout vaisseau spatial physique, qu'il soit construit par des humains ou par une civilisation extraterrestre, 1 milliard d'années plus avancée, voyagera toujours plus lentement que la lumière. Les temps de voyage que nous avons calculés à la vitesse de la lumière ne sont pas des estimations réalistes. Ce sont des minimums absolus, des planchers théoriques. Le cas le plus rapide possible. Les temps de voyage réels seront toujours plus longs. Habituellement beaucoup plus longs. Voyager 1, actuellement l'émissaire le plus distant de l'humanité, se déplace à environ 17 km par seconde. C'est environ un 17 600e de la vitesse de la lumière. À cette vélocité, voyager 1 aurait besoin d'environ 75 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure. 75 000 ans. La civilisation humaine dans son intégralité, des premiers établissements agricoles au jour présent, couvre environ 10 à 12 000 ans. Voyager 1 aurait besoin de voler pendant 6 fois la longueur entière de l'histoire humaine enregistrée juste pour atteindre l'étoile la plus proche. Même le vaisseau spatial le plus rapide que l'humanité ait jamais construit, la sonde solaire Parker, frôlant le Soleil à des vitesses qui éclipsent tout le reste dans notre histoire' aurait besoin de milliers d'années pour couvrir les distances interstellaires.
Ce ne sont pas des machines théoriques d'un roman de science-fiction. Ce sont les vrais vaisseaux spatiaux physiques que nous avons lancés avec la meilleure technologie disponible, et ils sont comiquement inadéquats pour le voyage interstellaire. L'écart entre ce que la lumière peut faire et ce que nos machines peuvent faire n'est pas un petit déficit d'ingénierie. C'est un gouffre couvrant 4 ordres de grandeur. Cette réalisation change la façon dont nous devons penser au paradoxe de Fermi, la célèbre question posée par le physicien Enrico Fermi en 1950. Si la galaxie est si vieille et si vaste et contient tant de sites potentiels pour la vie, où sont-ils tous ? Les réponses standards vont de la suggestion que la vie intelligente est exceptionnellement rare, à la proposition que les civilisations se détruisent inévitablement, à la spéculation que les extraterrestres se cachent ou nous observent sans contact. Mais il y a une réponse plus simple, plus physiquement ancrée, cachée à la vue de tous. La vitesse de la lumière elle-même pourrait être l'explication. Non pas parce qu'elle empêche les civilisations d'exister, non pas parce qu'elle les empêche de développer une technologie avancée, mais parce qu'elle les empêche de traverser les distances entre les étoiles dans un cadre temporel pratique. La galaxie pourrait être pleine de civilisations intelligentes, chacune levant les yeux vers le même ciel, détectant les mêmes mondes candidats, rêvant des mêmes voyages interstellaires et se heurtant au même mur impitoyable. L'illusion de la vitesse a un dernier tour cruel. Parce que la lumière est aussi la façon la plus rapide d'observer l'univers, chaque civilisation découvre le cosmos bien avant de pouvoir jamais espérer le visiter. Les télescopes révèlent des milliards d'étoiles. Les spectromètres détectent les empreintes chimiques des atmosphères lointaines. Les antennes radio écoutent les signaux à travers le spectre électromagnétique. Une espèce intelligente peut cartographier la galaxie en détail exquis, cataloguer des milliers de mondes potentiellement habitables et confirmer que les ingrédients bruts de la vie existent en abondance, partout où elle regarde. Mais voir n'est pas atteindre. Observer n'est pas arriver. L'univers vous laisse regarder. Il vous laisse vous émerveiller. Il vous laisse calculer et rêver et planifier. Et puis il vous dit que la destination intéressante la plus proche est à 40 000 milliards de kilomètres. Et rien de ce que vous construirez ne vous y amènera en moins d'une vie humaine en utilisant une technologie qui existe actuellement ou qui est plausiblement réalisable dans le cadre des lois de la physique. La lumière qui nous apporte la connaissance des étoiles est la même lumière qui mesure la distance que nous ne pouvons jamais franchir. Elle est simultanément le messager et le gardien de prison, le révélateur et le mur. Voyager 1 a quitté la Terre le 5 septembre 1977. Elle portait un disque doré gravé avec des sons et des images de la civilisation humaine, un message dans une bouteille jetée dans l'océan cosmique. Le disque contenait 116 images, des salutations en 55 langues, une sélection de musique allant de Bach à Chuck Berry et des sons naturels comme le tonnerre, les baleines et le rire d'un bébé. Un ensemble de signaux destinés à communiquer l'essence d'une espèce à tout être qui pourrait un jour trouver la sonde. Presque 5 décennies plus tard, elle reste l'objet le plus distant fabriqué par l'homme en existence, naviguant à travers l'espace interstellaire à environ 17 km par seconde. En termes quotidiens, c'est incroyablement rapide. Un avion commercial croise à 880 km par heure. Une balle quitte un fusil à environ 2700 km par heure. Voyager un voyage plus de 20 fois plus vite qu'une balle, chaque seconde de chaque jour, sans ralentir, sans s'arrêter, pendant presque un demi-siècle. Et elle a couvert une fraction presque insignifiante de la distance jusqu'à l'étoile la plus proche. Le disque doré qu'elle porte sera probablement illisible bien avant que la sonde n'approche un autre système stellaire. Les circuits de voyageurs fatiguent déjà. Son générateur thermoélectrique à radioisotope produit de moins en moins d'électricité chaque année à mesure que le plutonium 238 se désintègre.
d'ici les années 2030, il n'y aura probablement plus assez de puissance pour alimenter un seul instrument. La sonde continuera de dériver en silence, un tombeau technologique transportant le portrait d'une civilisation vers un destinataire qui n'existera peut-être jamais. En 47 ans de vol continu, Voyager 1 a parcouru environ 24 milliards de kilomètres. Rapporté à la distance que nous avons établie plus tôt, Voyager 1 a complété environ 0,06% du voyage. Si elle était pointée directement vers Proxima du Centaure, ce qui n'est pas le cas, elle arriverait dans environ 75 000 ans. Ce n'est pas une coquille. 75 000 ans. Il y a 75 000 ans, les humains modernes n'avaient pas encore quitté l'Afrique en nombre significatif. La dernière ère glaciaire n'avait pas encore atteint son pic. Les mammouths laineux parcouraient l'Europe et l'Asie. L'entièreté de ce que nous appelons la civilisation, chaque empire, chaque invention, chaque mot écrit, chaque guerre, chaque symphonie, chaque découverte scientifique tient à l'intérieur des 10 derniers milliers d'années. Voyager 1 aurait besoin de voler pendant 7 fois et demie cette durée juste pour atteindre l'étoile la plus proche. C'est la ligne de base. C'est là où l'humanité se trouve actuellement en termes de capacité interstellaire. Pas proche, pas à portée, pas en approche de la viabilité. Nous sommes si loin du voyage interstellaire aux vitesses actuelles que les échelles de temps impliquées dépassent la compréhension significative. Mais et si nous pouvions aller plus vite? Et si nous pouvions construire des vaisseaux spatiaux qui dépassent dramatiquement la vélocité de voyager? Commençons à gravir l'échelle des vitesses et voyons ce qui se passe. À 1% de la vitesse de la lumière, un vaisseau spatial voyagerait à environ 3000 km par seconde. C'est environ 176 fois plus rapide que Voyager 1. C'est une vitesse si extrême qu'aucun objet construit par l'homme ne s'est approché de l'atteindre. La sonde solaire. Parker, le vaisseau spatial le plus rapide jamais piloté par rapport au Soleil, a atteint un pic d'environ 190 km par seconde durant ses passages solaires les plus proches. 1% de la vitesse de la lumière est presque 16 fois plus rapide que cela. À cette vélocité, un voyage vers Proxima du Centaure prendrait environ 425 ans. Cela semble être du progrès. Mais 425 ans reste une durée énorme. Quand Christophe Colomb a traversé l'Atlantique en 1492, le voyage a duré environ 2 mois. Une mission de 425 ans vers Proxima du Centaure signifierait que si un vaisseau avait été lancé à l'époque de Colomb, il ne serait toujours pas arrivé. L'équipage qui a lancé la mission serait mort depuis des siècles. Leurs petits-enfants seraient des morts depuis des siècles. La civilisation qui a construit le vaisseau pourrait ne plus exister au moment où il atteindrait sa destination. Poussé à 5%. À 5% de la vitesse de la lumière, environ 15 000 km par seconde, les nombres commencent à se comprimer. Proxima du Centaure tombe à environ 85 ans. L'étoile de Teegarden tombe à environ 250 ans. Trappist se réduit à 800 ans. Ce sont toujours des échelles de temps multigénérationnelles. Mais pour les cibles les plus proches, nous approchons finalement quelque chose qui chevauche une longue durée de vie humaine. Un astronaute qui part à 20 ans pourrait, en théorie, arriver à Proxima du Centaure à 105 ans. Peu probable de survivre au voyage, mais au moins le trajet tient dans la limite extérieure de la possibilité biologique. Le problème est que 5% de la vitesse de la lumière représente un saut d'ingénierie presque incompréhensible. Aucun système de propulsion jamais construit ou sérieusement testé ne s'en approche. Les fusées chimiques, la technologie qui propulse chaque vaisseau spatial que l'humanité ait jamais lancé, plafonnent à des vitesses d'éjection d'environ 4 à 5 km par seconde. Les moteurs ioniques atteignent des vitesses d'éjection plus élevées, mais produisent une poussée minuscule. La propulsion nucléaire thermique offre environ le double de l'efficacité des fusées chimiques. Toujours nulle part près de ce qui est nécessaire. Même les vaisseaux spatiaux à fusion, qui restent entièrement théoriques,
aurait du mal à atteindre 5% de la vitesse de la lumière. Les conceptions les plus optimistes de l'étude Project Daedalus, conduite par la British Interplanetary Society dans les années 70, envisageaient une sonde massive, non habitée, pesant 54 000 tonnes, au lancement, utilisant la fusion par confinement inertiel pour accélérer à environ 12% de la vitesse de la lumière. Mais Daedalus n'a jamais été plus qu'un exercice théorique. Aucun moteur à fusion capable d'une poussée soutenue n'a jamais été construit. Et les besoins en carburant étaient stupéfiants. La sonde aurait eu besoin de 50 000 tonnes de deutérium et d'hélium-3, un carburant qui existe en si petite quantité sur Terre que récolter des quantités suffisantes nécessiterait probablement l'exploitation minière de l'atmosphère de Jupiter, poussée à 10% de la vitesse de la lumière. Maintenant, les nombres deviennent plus tentants pour les cibles les plus proches. Proxima du Centaure, à 10% de la vitesse de la lumière, prend environ 42 ans. Une mission lancée quand un astronaute a 25 ans arrive quand il a 67. Difficile. Brutal pour le corps humain après des décennies en microgravité dans des espaces confinés. Mais dans une seule vie humaine. C'est le seuil que beaucoup de chercheurs identifient comme la vitesse minimale viable pour une mission interstellaire rudimentaire vers l'étoile la plus proche. Mais regardez au-delà de Proxima du Centaure et le piège se réaffirme. L'étoile de Tigardin, à 10% de la vitesse de la lumière, prend 125 ans. Trappiste, prend 400 ans. Toute étoile, au-delà d'environ 15 années-lumière, nécessite des échelles de temps multigénérationnelles, même à 10% de la vitesse de la lumière. Le projet Breakthrough Starshot, annoncé en 2016 avec 100 millions de dollars de financement du physicien et investisseur Yuri Milner, soutenu par Stephen Hawking et Mark Zuckerberg, visait à accélérer un vaisseau spatial à 20% de la vitesse de la lumière. À cette vélocité, Proxima du Centaure serait accessible en environ 21 ans. Mais la conception de Breakthrough Starshot n'était pas un vaisseau habité. Ce n'était même pas une sonde traditionnelle. C'était une puce à l'échelle du gramme. Un vaisseau spatial pesant environ 1 gramme, à peu près la masse d'un trombone attaché à une voile réfléchissante d'1 mètre carré. Le plan prévoyait un réseau de lasers terrestres avec une puissance combinée de 100 gigawatts pour tirer sur la voile pendant environ 10 minutes, accélérant la puce à 20% de la vitesse de la lumière par pure pression de radiation. Même ce concept minimal s'est avéré écrasamment difficile. En septembre 2025, Scientific American a rapporté que le projet Breakthrough Starshot avait été mis en pause indéfinie. Sur les 100 millions de dollars promis, seulement environ 4,5 millions avaient réellement été dépensés. Les défis d'ingénierie étaient simplement trop sévères. Le réseau de laser nécessitait une puissance à l'échelle du gigawatt qu'aucune installation existante ne pouvait fournir. Le matériau de la voile devait être presque parfaitement réfléchissant, parce qu'absorber même une fraction minuscule de 100 gigawatts d'énergie laser le vaporiserait instantanément. La puce devait survivre à des forces d'accélération de milliers de G. Et la communication de retour vers la Terre depuis 4 années-lumière avec un émetteur de la taille d'une puce présentait des problèmes non résolus. Et c'était pour une sonde de survol d'1 gramme. Pas un vaisseau habité, pas une mission d'atterrissage, pas même une sonde qui pourrait ralentir et se mettre en orbite. Une puce d'1 gramme hurlant à travers le système alpha du Centaure à 60 000 km par seconde, obtenant quelques heures d'observation avant de disparaître dans le vide interstellaire pour toujours. Si 25% de la vitesse de la lumière est aussi difficile pour 1 gramme de charge utile, les implications pour quoi que ce soit de plus lourd sont dévastatrices. La relation entre la masse de la charge utile et la difficulté d'atteindre des vitesses interstellaires n'est pas quelque chose qui s'adapte avec bienveillance. Le carburant nécessaire pour accélérer un vaisseau spatial plus lourd ajoute lui-même de la masse, ce qui nécessite plus de carburant, ce qui ajoute plus de masse. Plus vous voulez aller vite,
plus vous avez besoin de carburant, et plus vous transportez de carburant, plus vous devenez lourd, ce qui exige encore plus de carburant. Cette pénalité en cascade transforme les vitesses interstellaires en un problème qui n'augmente pas simplement avec l'ambition. Il explose. C'est capturé dans l'équation de Tsiolkovsky, dérivée par le scientifique russe Konstantin Tsiolkovsky en 1897. La vitesse finale d'une fusée dépend de la vitesse d'éjection multipliée par le logarithme naturel du rapport entre la masse initiale et la masse finale de la fusée. Si votre vitesse d'éjection est de 5 km par seconde et que vous voulez atteindre 50 km par seconde, vous avez besoin d'un rapport de masse d'environ 22 000 pour 1. Pour chaque kilogramme de charge utile que vous voulez livrer à cette vitesse, vous avez besoin de 22 000 kg de carburant au lancement. Et 50 km par seconde est pathétiquement lent selon les normes interstellaires. C'est moins de 0,02% de la vitesse de la lumière. Pour atteindre même 1% de la vitesse de la lumière, avec une fusée chimique, le rapport de masse devient un nombre si grand qu'il n'a aucune signification physique. Vous auriez besoin de plus de carburant qu'il n'en existe dans l'univers observable pour accélérer un seul kilogramme à 1% de la vitesse de la lumière en utilisant la propulsion chimique. C'est pourquoi chaque proposition sérieuse de propulsion interstellaire abandonne entièrement l'énergie chimique et se tourne vers la physique nucléaire. Les réactions nucléaires libèrent environ 1 million de fois plus d'énergie par kilogramme de carburant que les réactions chimiques. Un kilogramme d'uranium subissant la fission produit environ 80 000 milliards de joules d'énergie. Un kilogramme de propergol hydrogène-oxygène produit environ 13 millions de joules. La différence est un facteur d'environ 6 millions. Considérez l'énergie nécessaire pour accélérer un vaisseau spatial modeste à 10% de la vitesse de la lumière. Définissons modeste de manière conservatrice. Pas un vaisseau habité. Une sonde robotique de 1000 kg, environ le poids d'une petite voiture. L'énergie cinétique d'un objet de 1000 kg se déplaçant à 10% de la vitesse de la lumière est de 4,5 fois 10 puissance 17 joules. 450 000 milliards de joules. Pour mettre cela en perspective, la consommation énergétique totale des États-Unis en une année est d'environ 10 puissance 20 joules. L'énergie nécessaire pour accélérer une seule petite sonde à 10% de la vitesse de la lumière est environ un 200e de la consommation énergétique annuelle de l'Amérique. Pour une sonde pesant 1000 kg allant seulement à 10% de la vitesse de la lumière. Multiplié pour un vaisseau spatial plus significatif. Un vaisseau habité capable de supporter même un petit équipage pour un voyage de plusieurs décennies devrait peser au minimum 100 000 kg. L'exigence énergétique bondit à 4,5 fois 10 puissance 19 joules. Cela dépasse la production énergétique annuelle de la plupart des nations. Poussez la vitesse plus haut. À 20% de la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique quadruple par rapport à 10% parce que l'énergie varie avec le carré de la vitesse. À 50% de la vitesse de la lumière, l'énergie est 25 fois plus élevée qu'à 10% et les corrections relativistes commencent à ajouter un coût additionnel significatif. La propulsion par antimatière représente la limite théorique supérieure de densité énergétique. Quand une particule de matière rencontre son antiparticule, elle s'annihile complètement, convertissant 100% de leur masse combinée en énergie. Un seul kilogramme d'antimatière, s'annihilant avec un kilogramme de matière normale, libérerait environ 1,8 fois 10 puissance 17 joules. Le problème est de produire l'antimatière. Les accélérateurs de particules actuels peuvent créer de l'antimatière en quantité infinitésimale. La quantité totale d'antimatière jamais produite par tous les accélérateurs de particules de l'humanité combinés est estimée à environ 20 nanogrammes, pas 20 grammes. 20 nanogrammes, 20 milliardièmes de grammes. Produire même un gramme d'antimatière en utilisant la technologie actuelle coûterait des dizaines de milliers de milliards de dollars
et prendrait des millions d'années d'opération continue d'accélérateur. Mais il y a un problème plus profond avec l'antimatière qui est rarement discuté. L'antimatière n'est pas une source d'énergie, c'est un médium de stockage. Et c'est un médium catastrophiquement inefficace. Créer de l'antimatière nécessite un apport d'énergie. L'énergie minimum absolue requise pour créer une antiparticule est égale à l'énergie que cette antiparticule libérera lors de l'annihilation. Vous ne pouvez pas obtenir plus d'énergie de l'antimatière que vous n'en avez mis pour la fabriquer. Au mieux, vous récupérez le même montant. En réalité, vous en récupérez toujours moins parce qu'aucun processus de conversion n'est parfaitement efficace. L'antimatière ne résout pas le problème énergétique du voyage interstellaire. Elle le relocalise, l'enveloppant dans une couche additionnelle d'inefficacité qui rend le budget énergétique total encore plus punitif. Et puis il y a le problème de la décélération. Chaque discussion sur les vitesses de voyage interstellaire se concentre sur l'accélération. À quelle vitesse pouvons-nous aller? Mais arriver à une destination nécessite de s'arrêter, ou au moins de ralentir suffisamment pour entrer en orbite ou conduire des observations prolongées. Et ralentir coûte autant d'énergie qu'accélérer. Si vous accélérez un vaisseau spatial à 10% de la vitesse de la lumière, vous devez dépenser une certaine quantité d'énergie pour atteindre cette vélocité. Si vous voulez ensuite décélérer pour vous arrêter à l'étoile de destination, vous devez dépenser la même quantité d'énergie à nouveau appliquée dans la direction opposée. Le budget énergétique total pour une mission qui à la fois arrive à vitesse et s'arrête à sa cible n'est pas le double de l'énergie d'accélération. C'est pire, parce que le carburant nécessaire pour la décélération doit lui-même être accéléré pendant la première moitié du voyage, ajoutant à la masse initiale et composant la pénalité de l'équation de la fusée. Pour une fusée conventionnelle, le problème de la décélération est dévastateur. Un vaisseau qui a besoin d'un rapport de masse de 20 pour 1 pour l'accélération seule a besoin d'un rapport de masse d'environ 400 pour 1 pour l'accélération plus la décélération. La pénalité exponentielle s'applique 2 fois, et le résultat est des rapports de masse si extrêmes que la mission devient physiquement impossible pour toute charge utile plus grande que triviale. C'est pourquoi les seuls concepts de mission interstellaire qui utilisent la propulsion embarquée pour l'accélération et la décélération tendent à être énormes. Project Daedalus, l'étude de conception de la British Interplanetary Society des années 70, proposait une sonde à 2 étages propulsée par fusion qui accélérerait à environ 12% de la vitesse de la lumière, mais ne décélérerait pas. C'était une mission de survol par conception, parce que la pénalité de masse pour la décélération était inacceptable. Une étude de suivi, appelée Project Icarus, a tenté d'aborder la décélération, mais a trouvé que les exigences de masse quadruplaient approximativement, poussant la conception aux limites de la faisabilité même sur papier. Certains chercheurs ont proposé des méthodes de décélération alternatives qui ne nécessitent pas de carburant embarqué. Une voile magnétique pourrait théoriquement interagir avec les particules chargées du milieu interstellaire, créant une traînée qui ralentit graduellement le vaisseau spatial. Le milieu interstellaire contient environ 1 atome d'hydrogène par centimètre cube. À sa haute vitesse, ces atomes impactent la voile magnétique et transfèrent de la quantité de mouvement produisant une force de freinage. Mais le milieu interstellaire est extraordinairement clairsemé. La force de freinage d'une voile magnétique est minuscule. Décélérer depuis 10% de la vitesse de la lumière en utilisant une voile magnétique prendrait des décennies ou des siècles, selon la taille de la voile et la densité du milieu. Un autre concept utilise la propre lumière de l'étoile de destination comme mécanisme de freinage. Une voile solaire déployée près de l'étoile cible pourrait réfléchir les photons stellaires, créant une force qui s'oppose au mouvement du vaisseau spatial. C'est élégant en principe, mais nécessite que le vaisseau spatial approche l'étoile à une trajectoire et une vitesse qui permettent à la pression de radiation stellaire
de faire une contribution significative. À 10% de la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique du vaisseau spatial est si énorme que la pression de radiation stellaire aurait besoin d'un temps impraticablement long pour dissiper cette vélocité. Le problème de la décélération s'applique à toute civilisation, pas seulement la nôtre. Une espèce extraterrestre envoyant un vaisseau spatial vers la Terre fait face à une physique identique. Mais le problème du temps de voyage a une autre dimension au-delà de la vitesse brute. Une qui est facile à négliger, mais également dévastatrice. La durée de vie biologique. Chaque organisme que nous connaissons a une vie finie. Les humains, même dans les meilleures des conditions médicales disponibles aujourd'hui, survivent rarement au-delà de 110 ou 120 ans. La durée de vie moyenne dans les nations développées tourne autour de 80 ans. Une mission vers Proxima du Centaure, à 10% de la vitesse de la lumière, prend environ 42 ans. Survivable en principe pour un équipage jeune et en bonne santé. Une mission vers une étoile, à 20 années-lumière à la même vitesse, prend 200 ans. Aucun humain vivant aujourd'hui, et aucun humain qui naîtra sous la biologie actuellement comprise, ne peut vivre aussi longtemps. Cette horloge biologique s'applique non seulement aux humains, mais presque certainement à tout organisme biologique qui pourrait évoluer ailleurs dans la galaxie. Bien que nous ne puissions pas connaître les durées de vie des espèces extraterrestres, les contraintes fondamentales de la biologie suggèrent que toute vie, basée sur le carbone, fait face à des limites thermodynamiques sur la longévité. Les cellules accumulent des dommages. L'ADN se dégrade. Les processus métaboliques génèrent des déchets qui finissent par submerger les mécanismes de réparation. Même si une espèce extraterrestre vit 5 fois plus longtemps que les humains, disons 500 ans, une mission durant 1000 ans à 5% de la vitesse de la lumière, vers une étoile à 100 années-lumière, dépasse toujours leur fenêtre biologique. La réponse standard au problème de la durée de vie biologique est de proposer des vaisseaux génération, des vaisseaux assez grands pour soutenir une population se reproduisant à travers de nombreuses générations. L'équipage qui lance la mission n'est pas l'équipage qui arrive. Leurs descendants, nés et élevés entièrement à bord du vaisseau, complètent le voyage. Les défis sont monumentaux. Un vaisseau génération devrait être un écosystème entièrement autosuffisant, recyclant tout l'air, l'eau et les nutriments indéfiniment. Il devrait supporter une population assez grande pour maintenir la diversité génétique à travers les siècles, que les généticiens estiment à un minimum de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'individus. Il aurait besoin de sources d'énergie capables de fonctionner pendant des millénaires sans ravitaillement. Il aurait besoin de structures sociales assez robustes pour maintenir la cohérence de la mission à travers des dizaines de générations, empêchant les conflits internes, la dérive culturelle ou la simple perte de connaissances institutionnelles sur la raison pour laquelle la mission existe et où elle va. Aucune organisation humaine n'a jamais maintenu une mission institutionnelle cohérente pendant plus de quelques siècles. Les religions et certaines structures gouvernementales s'en approchent le plus, mais même celles-ci subissent des transformations radicales sur des périodes de 500 ou 1000 ans. L'idée qu'une civilisation basée sur un vaisseau pourrait maintenir un objectif cohérent à travers 30 ou 50 générations, chaque nouvelle génération choisissant de continuer un voyage qu'elle n'a jamais choisi de commencer, nécessite un niveau d'ingénierie sociale sans précédent historique. L'animation suspendue offre une alternative théorique. Si les membres d'équipage pouvaient être placés dans un état de suspension métabolique, leurs horloges biologiques effectivement mises en pause, ils pourraient survivre à des voyages durant des siècles. La science-fiction dépeint régulièrement cette technologie comme la congélation cryogénique. En réalité, aucune technologie capable de congeler et de ranimer de manière réversible un organisme multicellulaire complexe n'existe. Les obstacles sont formidables. L'eau se dilate quand elle gèle, rompant les membranes cellulaires. Les cristaux de glace déchirent les structures tissulaires délicates.
Même la vitrification, une technique de refroidissement rapide qui évite la formation de cristaux de glace, n'a été démontrée que sur de très petits échantillons de tissus et des organes individuels dans des conditions de laboratoire. L'animation suspendue corporelle complète pour les humains reste fermement dans le domaine de la spéculation. L'espace entre les étoiles n'est pas vraiment vide non plus. Il contient le milieu interstellaire, une brume ténue d'atomes d'hydrogène, d'hélium, de traces d'éléments plus lourds et de grains de poussière. La densité moyenne est d'environ 1 atome par centimètre cube. Mais à des vitesses relativistes, même ce murmure de matière devient létal. Un vaisseau spatial voyageant à 10% de la vitesse de la lumière se déplace à 30 000 km par seconde. À cette vélocité, chaque atome d'hydrogène dans le milieu interstellaire impacte la surface avant du vaisseau spatial avec l'énergie cinétique d'une particule à haute énergie. L'effet cumulatif est équivalent à se tenir devant un faisceau intense de radiation. Les grains de poussière présentent un danger encore plus dramatique. Un grain de poussière d'un nanogramme frappant un vaisseau spatial à 10% de la vitesse de la lumière porte une énergie cinétique équivalente à environ 450 joules. C'est comparable à l'énergie en bouche d'un petit pistolet. Un seul grain invisible de poussière interstellaire percerait la coque de n'importe quel vaisseau spatial conventionnel comme une balle à travers du papier. Les rayons cosmiques ajoutent une autre couche de dégradation. Ces particules, à haute énergie, principalement des protons accélérés à une vitesse proche de la lumière par les ondes de choc de supernova et d'autres processus astrophysiques, imprègnent la galaxie. Sur Terre, notre atmosphère et notre champ magnétique nous protègent du pire d'entre eux. Dans l'espace interstellaire, il n'y a pas de telle protection. Les rayons cosmiques pénètrent les coques des vaisseaux spatiaux, ionisent les atomes dans les circuits électroniques, corrompent les données stockées dans la mémoire informatique et endommagent les tissus biologiques. Et puis, il y a la décroissance lente et implacable du vaisseau spatial lui-même. Chaque système mécanique se dégrade avec le temps. Les joints se fissurent, les lubrifiants s'évaporent, le métal fatigue, les composants électroniques dérivent hors des spécifications. La Station spatiale internationale, la structure la plus complexe jamais construite dans l'espace, nécessite un ravitaillement continu depuis la Terre et une maintenance constante par son équipage. Elle est opérationnelle depuis environ 25 ans et montre déjà une usure significative. Un vaisseau spatial interstellaire devrait fonctionner pendant des décennies ou des siècles, sans ravitaillement, sans pièces de rechange de sources extérieures et sans possibilité de sauvetage si quelque chose tombe en panne. Il y a aussi le problème de ce qui arrive à la civilisation qui lance la mission. Supposez qu'une espèce extraterrestre envoie un vaisseau génération vers une étoile à 100 années-lumière, à 5% de la vitesse de la lumière. Le voyage prend 2000 ans. Pendant ces 2000 ans, la civilisation d'origine continue d'exister, de se développer, de progresser. Les technologies s'améliorent. De nouvelles méthodes de propulsion peuvent être découvertes. Des vaisseaux plus rapides peuvent être construits. Il est entièrement possible, peut-être même probable, qu'un vaisseau lancé des siècles après l'original dépasse le vaisseau génération et arrive en premier. L'équipage original ou ses descendants arriveraient pour trouver la destination déjà colonisée par les efforts ultérieurs de leur propre civilisation. C'est parfois appelé le calcul d'attente ou le problème d'obsolescence incessante. Il suggère que lancer une mission interstellaire avant que la technologie de propulsion ne soit suffisamment mature n'est pas juste du gaspillage, mais activement contre-productif. Vous feriez mieux d'attendre jusqu'à ce que vous puissiez aller assez vite pour qu'aucun futur vaisseau ne vous devance. Mais cela crée une régression infinie. Il y a toujours une raison d'attendre une meilleure technologie. La mission ne se lance jamais. La combinaison de temps de voyage extrême, de mortalité biologique, de complexité des vaisseaux génération, de dangers environnementaux interstellaires et du problème d'obsolescence
crée un piège dévastateur pour toute civilisation contemplant le voyage interstellaire. La Voie lactée a au moins 13 milliards d'années. Elle a commencé à se former quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, s'assemblant à partir de nuages effondrés d'hydrogène et d'hélium, allumant sa première génération d'étoiles, et construisant des bras spiraux qui finiraient par s'étendre sur 100 000 années-lumière d'espace. Pendant la majeure partie de ces 13 milliards d'années, la galaxie a contenu des milliards d'étoiles, des milliers de milliards de planètes, et des conditions largement compatibles avec la chimie de la vie. La Terre a 4 milliards et demi d'années. La vie y est apparue dans le premier milliard d'années, peut-être dans les premières centaines de millions. Si notre planète est un guide quelconque, la biologie n'attend pas longtemps pour s'établir une fois les conditions réunies. Les ingrédients bruts, l'eau liquide, les molécules organiques, les gradients d'énergie existaient sur Terre presque dès que la surface s'est suffisamment refroidie pour les supporter. Et ces mêmes ingrédients existent à travers toute la galaxie. L'eau est une des molécules les plus communes dans l'univers. La chimie du carbone est ubiquitaire. Les sources d'énergie, du rayonnement stellaire à la chaleur géothermique, en passant par la désintégration radioactive, sont disponibles sur pratiquement chaque monde rocheux. En début d'année 2026, les astronomes ont confirmé plus de 6000 exoplanètes avec des milliers d'autres candidates en attente de vérification. L'analyse statistique du télescope spatial Kepler a suggéré qu'environ 20% des étoiles semblables au Soleil abritent une planète de taille terrestre dans leur zone habitable. Appliquée aux 200 à 400 milliards d'étoiles estimées de la galaxie, cela donne un chiffre d'environ 40 milliards de mondes potentiellement habitables en orbite autour des étoiles de type solaire seules. Ajoutez les naines rouges, qui sont bien plus nombreuses et qui abritent également des planètes rocheuses dans leurs zones habitables. Et le nombre grimpe encore. La galaxie a eu des milliards d'années et des milliards de lieux potentiels. Si la vie apparaît avec une probabilité raisonnable sur des mondes adaptés, la Voie lactée devrait contenir non seulement de la vie, mais de la vie ancienne. Des civilisations qui ont émergé des milliards d'années avant que la Terre ne se forme. Des espèces qui ont eu des millions ou des dizaines de millions d'années pour développer la technologie, étendre leurs capacités et contempler les étoiles. C'est le fondement du paradoxe de Fermi. En 1950, lors d'un déjeuner au laboratoire national de Los Alamos, le physicien Enrico Fermi aurait regardé ses collègues et posé une question qui hante la science depuis lors. Où sont-ils tous ? Si la galaxie est assez vieille, assez grande et assez riche en mondes habitables pour que la vie intelligente ait pu apparaître de nombreuses fois, pourquoi ne voyons-nous aucune preuve de sa présence ? Aucun signal, aucune sonde, aucune mégastructure, aucun visiteur. Le ciel est silencieux. Le système solaire est vide. Des dizaines d'explications ont été proposées au cours des 7 décennies depuis la question de Fermi. Peut-être que la vie intelligente est bien plus rare que les nombres ne le suggèrent. Peut-être que les civilisations se détruisent inévitablement par la guerre nucléaire, l'effondrement environnemental ou l'intelligence artificielle devenue incontrôlable. Peut-être qu'elles existent, mais choisissent de ne pas communiquer. Peut-être qu'elles sont si différentes de nous que nous ne pouvons pas reconnaître leurs signaux. Mais il y a une explication si physiquement ancrée, si rigoureusement soutenue par les lois de la nature, qu'elle mérite d'être distinguée de la spéculation. C'est l'explication que nous avons construite depuis le tout début de ce voyage. Elles ne peuvent pas venir ici. Non pas parce qu'elles n'existent pas, non pas parce qu'elles ne le veulent pas, non pas parce qu'elles manquent d'intelligence ou de technologie, mais parce que la vitesse de la lumière, la vélocité maximale absolue dans l'univers, est trop lente pour rendre le voyage interstellaire physique pratique à travers les distances qui séparent la plupart des systèmes stellaires. Les coûts énergétiques sont trop élevés, les temps de voyage sont trop longs, le problème de la décélération est trop sévère, et la galaxie est bien trop grande.
Ce n'est pas un échec de l'ambition extraterrestre, c'est une caractéristique de l'univers lui-même. Mais la vitesse de la lumière assure que traverser la galaxie n'est pas une affaire de siècles ou même de millénaires. C'est une affaire de centaines de milliers à millions d'années. Chaque voyage est un marathon civilisationnel sans garantie que les coureurs seront encore vivants, ou encore des civilisations quand ils atteindront la ligne d'arrivée. Rendons cela concret avec un exemple spécifique. Supposons qu'une civilisation extraterrestre existe autour d'une étoile semblable au Soleil dans le bras du Sagittaire de la Voie lactée, à environ 30 000 années-lumière de la Terre. Ils sont technologiquement avancés, ils ont maîtrisé la propulsion par fusion et peuvent accélérer un grand vaisseau spatial à 5% de la vitesse de la lumière. Ils pointent leur vaisseau vers la Terre. À 5% de la vitesse de la lumière, le voyage prend 600 000 ans. Il y a 600 000 ans sur Terre, Homo sapiens n'existait pas encore. Les Néandertaliens étaient encore à des centaines de milliers d'années dans le futur. Les hominidés dominants étaient Homo heidelbergensis, une espèce dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Les continents occupaient à peu près les mêmes positions qu'aujourd'hui, mais le climat oscillait radicalement entre des périodes glaciaires et interglaciaires. L'arc entier de l'évolution humaine, de l'émergence de notre espèce en Afrique à la construction d'accélérateurs de particules et de télescopes spatiaux, tient confortablement à l'intérieur du temps de voyage de cette mission hypothétique. Si cette civilisation extraterrestre avait lancé son vaisseau il y a 600 000 ans, il arriverait à peu près maintenant. Mais quelles sont les chances qu'une civilisation maintienne la volonté institutionnelle, l'infrastructure technologique et les ressources physiques pour soutenir une mission de 600 000 ans? Quelles sont les chances que le vaisseau lui-même survive 600 millénaires d'espace interstellaire? Poussez les nombres plus loin. Une civilisation de l'autre côté de la galaxie, à 90 000 années-lumière, tentant d'atteindre la Terre à 5% de la vitesse de la lumière, fait face à un voyage d'1 800 000 ans, à 10%, 900 000 ans. Même à la vitesse follement optimiste de 50% de la vitesse de la lumière, une vélocité qui nécessiterait des dépenses d'énergie au-delà de toute projection plausible, le voyage prend 180 000 ans, des échelles de temps qui dépassent non seulement l'histoire humaine, mais la majeure partie de l'existence de notre espèce. Les sondes autoréplicantes de von Neumann sont parfois invoquées comme solution. L'idée, d'abord proposée par le mathématicien John von Neumann, envisage une sonde qui arrive dans un système stellaire, utilise les ressources locales pour construire des copies d'elle-même et lance ces copies vers des systèmes stellaires additionnels. Chaque copie fait la même chose. Le processus se répète exponentiellement et en quelques millions d'années, les sondes pourraient théoriquement visiter chaque étoile de la galaxie. Les mathématiques des sondes de von Neumann suggèrent que même à des vitesses modestes, 1 ou 2% de la vitesse de la lumière, des sondes autoréplicantes pourraient coloniser la Voie lactée entière en environ 10 à 100 millions d'années. Cela semble long, mais c'est moins d'1% de l'âge de la galaxie. Si n'importe quelle civilisation, n'importe où dans la galaxie avait lancé des sondes de von Neumann à n'importe quel moment au cours des derniers d'un milliard d'années, les sondes auraient dû atteindre chaque système stellaire maintenant, y compris le nôtre. Elles ne l'ont pas fait. Ou si elles l'ont fait, nous ne voyons aucune preuve de leur présence. Cette absence est parfois citée comme preuve contre l'existence de civilisations avancées, mais l'argument de von Neumann contient des hypothèses qui pourraient ne pas survivre à l'examen. Il suppose que les machines autoréplicantes peuvent être construites de manière fiable, qu'elles peuvent fonctionner à travers des millions d'années sans accumuler d'erreurs fatales, qu'elles peuvent extraire et traiter des ressources dans des systèmes stellaires arbitraires, et qu'aucun mode de défaillance, qu'il soit mécanique, computationnel ou environnemental, n'arrête la chaîne de réplication avant qu'elle ne couvre la galaxie. Chacune de ces hypothèses est énorme. Les machines autoréplicantes de la complexité requise pour le voyage interstellaire et l'extraction de ressources n'ont jamais été construites. L'analogie la plus proche
dans la nature et la vie biologique elle-même. Et la réplication biologique est notoirement sujette aux erreurs, nécessitant des mécanismes élaborés de correction d'erreurs qui échouent quand même sur de longues échelles de temps, produisant des mutations, des cancers et l'extinction. Une machine, se répliquant à travers des millions d'années et des millions de systèmes stellaires, ferait face à une dégradation analogue. Les rayons cosmiques retourneraient des bits dans la mémoire informatique. Les impacts de micrométéorites endommageraient les composants structurels. Les ressources disponibles dans chaque système stellaire varieraient de manière imprévisible, nécessitant que la sonde adapte ses processus de fabrication, une capacité qui implique un niveau d'intelligence artificielle générale que nous n'avons pas atteint. Et de manière critique, même si les sondes de von Neumann pouvaient éventuellement atteindre chaque système stellaire, elles ne résolvent que le problème de la présence, pas le problème du contact. Une sonde autoréplicante arrivant dans notre système solaire serait une machine, pas une civilisation. Elle porterait de l'information de ses créateurs, mais ces créateurs pourraient être morts, avoir évolué au-delà de toute reconnaissance, ou se trouver à des dizaines de milliers d'années-lumière. La communication avec la civilisation d'origine de la sonde ferait face au même délai de vitesse de la lumière qui tourmente toute autre forme d'interaction interstellaire. Envoyer un message et recevoir une réponse pourrait prendre des siècles ou des millénaires. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de tracer une distinction nette qui est souvent brouillée dans les discussions populaires. Il y a 3 choses fondamentalement différentes qu'une civilisation extraterrestre pourrait tenter à travers les distances interstellaires, et la difficulté varie énormément entre elles. La première est d'observer la Terre. C'est la plus facile. La lumière de notre planète rayonne vers l'extérieur dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Toute civilisation avec des télescopes suffisamment avancés pourrait, en principe, détecter la présence de la Terre, analyser la composition chimique de notre atmosphère et déterminer que notre monde abrite des conditions compatibles avec la vie. Cela ne nécessite aucun voyage. Cela nécessite seulement de la patience et de bons instruments. Une civilisation à 50 années-lumière, observant la Terre aujourd'hui, verrait notre planète telle qu'elle existait il y a 50 ans, et elle pourrait faire cela sans quitter son système stellaire d'origine. La deuxième est d'envoyer des signaux vers la Terre. C'est plus difficile, mais toujours réalisable en principe. Les signaux électromagnétiques, qu'il s'agisse d'ondes radio, d'impulsions laser ou de toute autre forme de lumière, voyagent à la vitesse de la lumière. Une civilisation pourrait diffuser un message vers la Terre, et il arriverait après un délai égal à la distance en années-lumière. Un signal de Proxima du Centaure prend 4 ans. Un signal du centre de la galaxie prend 26 000 ans. La communication est possible mais lente, atrocement lente pour les civilisations distantes. Un simple échange de messages avec une civilisation à 1000 années-lumière prendrait 2000 ans minimum. Des empires entiers s'élèvent et tombent en moins de temps. La troisième est d'atteindre physiquement la Terre. Envoyer de la matière, qu'il s'agisse d'une sonde, d'un vaisseau ou d'êtres vivants à travers l'espace interstellaire. C'est le sujet de tout ce voyage, et c'est incomparablement plus difficile que l'observation ou la signalisation. Le voyage physique nécessite non seulement de traverser la distance, mais de transporter de la masse à travers elle. D'accélérer cette masse à une fraction significative de la vitesse de la lumière. De la protéger de l'environnement interstellaire pendant des décennies ou des siècles, et potentiellement de la décélérer à la destination. Les coûts énergétiques, comme nous l'avons déjà vu, sont stupéfiants. Les coûts temporels sont écrasants, et aucun raccourci autour de la vitesse de la lumière n'a jamais été démontré. Le fait de ne pas distinguer entre ces 3 activités mène à une confusion persistante dans les discussions publiques sur le contact extraterrestre. Les gens raisonnent souvent que parce que la galaxie est vieille et grande, les extraterrestres ont dû avoir assez de temps pour nous atteindre. Mais cela confond la distance de signalisation avec la distance de voyage.
une civilisation pourrait facilement observer la Terre depuis 1000 années-lumière. Envoyer un signal vers la Terre depuis cette distance est simple, quoique lent. Mais voyager physiquement vers la Terre depuis 1000 années-lumière, à 10% de la vitesse de la lumière, prend 10 000 ans et nécessite des dépenses énergétiques qui mettraient à rude épreuve une civilisation à l'échelle stellaire. Le paradoxe de Fermi est spécifiquement un paradoxe sur la présence physique. Nous ne voyons pas de vaisseaux extraterrestres, pas de sondes extraterrestres, pas d'artefacts extraterrestres dans notre système solaire. La question n'est pas pourquoi ils n'ont pas appelé, mais pourquoi ils ne sont pas venus. Et la réponse, ancrée dans tout ce que nous avons examiné, est que venir ici est presque inconcevablement difficile. Revisiter les nombres une dernière fois. Maintenant, avec le poids complet de tout ce que nous avons établi. Le système stellaire le plus proche est à 4,24 années-lumière. Même à 10% de la vitesse de la lumière, une vélocité qui demande une énergie équivalente à une fraction significative de la production annuelle d'une nation même pour une sonde modeste, le voyage prend plus de 40 ans dans un sens. À 5%, il prend 85 ans. À 1%, 425 ans. Ce sont les temps de voyage pour la destination la plus proche possible. Maintenant, considérez une civilisation située non pas juste à côté, mais à une distance galactique plus typique. Si la cible est à 500 années-lumière et que le vaisseau spatial voyage à 10% de la vitesse de la lumière, le voyage prend 5000 ans. À 5%, 10 000 ans. À 1%, 50 000 ans. Ces échelles de temps dépassent toute durée de vie biologique connue ou plausible. Elles dépassent toute continuité organisationnelle connue pour une civilisation. Elles dépassent la plupart des estimations pour la durée de vie des sociétés technologiques, que certains chercheurs placent à quelques centaines à quelques milliers d'années, en se basant sur l'extrapolation de l'histoire humaine. Une mission durant 10 000 ans nécessite non seulement un vaisseau spatial qui fonctionne pendant 10 millénaires, mais une civilisation qui reste engagée à recevoir ces données pendant 10 millénaires. Cette civilisation doit maintenir l'infrastructure technologique pour détecter les transmissions du vaisseau spatial, la mémoire institutionnelle de ce qu'était la mission et la continuité culturelle pour se soucier des résultats. Aucune institution humaine n'a duré 10 000 ans. Les organisations les plus anciennes en fonctionnement continu sur Terre, certaines institutions religieuses et structures gouvernementales couvrent environ 1 à 2 000 ans et ont subi des transformations radicales pendant cette période. Mais peut-être que les extraterrestres ne sont pas biologiques. Peut-être qu'ils ont transcendé la biologie entièrement, téléchargeant leur conscience dans des machines, devenant des intelligences artificielles capables d'opérer à travers des échelles de temps arbitraires. Une intelligence artificielle ne vieillit pas. Elle n'a pas besoin de nourriture, d'eau ou d'oxygène. Elle ne souffre pas d'ennui, de solitude ou d'effondrement psychologique pendant un voyage de 10 000 ans. En principe, une sonde contrôlée par IA pourrait être lancée vers une étoile distante et fonctionner parfaitement pendant des millénaires, ne nécessitant qu'une source d'énergie et du matériel informatique durci aux radiations. Mais même les sondes les plus durables jamais construites, les sondes voyagées, ont survécu environ 5 décennies, et les deux connaissent des défaillances progressives d'instruments à mesure que leur générateur thermoélectrique à radioisotope se dégrade et que leur électronique vieillit. Étendre cette durée de vie opérationnelle à des siècles ou des millénaires sous les stress additionnels du bombardement de poussière relativiste et des radiations cosmiques représente un défi sans précédent. Les trous de verre et le moteur à distorsion d'Alcubierre sont parfois proposés comme raccourcis autour de la vitesse de la lumière. La relativité générale permet des solutions aux équations de champ d'Einstein qui décrivent des tunnels à travers l'espace-temps, des raccourcis connectant des points distants sans traverser l'espace intermédiaire. Si une civilisation pouvait créer ou trouver un trou de verre stable, elle pourrait théoriquement passer d'un système stellaire à un autre instantanément, contournant entièrement la vitesse de la lumière.
les problèmes avec les trous de verre sont sévères. Chaque solution connue qui décrit un trou de verre traversable nécessite de la matière exotique, une substance hypothétique avec une densité d'énergie négative. Aucune matière exotique n'a jamais été observée ou produite. Son existence n'est pas interdite par la physique connue, mais elle n'est pas non plus soutenue par une quelconque preuve expérimentale. Les exigences énergétiques pour créer ou stabiliser un trou de verre assez grand pour qu'un vaisseau spatial puisse le traverser sont estimées à des niveaux comparables à l'énergie de masse totale d'une planète ou d'une étoile. Et même les modèles théoriques qui permettent les trous de verre suggèrent qu'ils seraient extraordinairement instables, s'effondrant à l'instant où quoi que ce soit tenterait de les traverser à moins d'être soutenu par un apport continu de matière exotique. Le moteur à distorsion d'Alcubierre, proposé par le physicien mexicain Miguel Alcubierre en 1994, décrit un mécanisme différent. Au lieu de creuser un tunnel à travers l'espace-temps, le moteur à distorsion contracte l'espace devant le vaisseau spatial et l'étend derrière, créant une bulle qui se déplace effectivement plus vite que la lumière, tandis que le vaisseau spatial à l'intérieur reste stationnaire par rapport à son espace local. Cela ne viole pas la relativité restreinte parce que le vaisseau spatial lui-même ne dépasse jamais la vitesse de la lumière localement. Seul l'espace environnant se déplace. Le modèle original d'Alcubierre nécessitait des densités d'énergie négatives comparables à l'énergie de masse de l'univers observable, le rendant physiquement absurde. Les raffinements subséquents ont réduit les estimations d'énergie dramatiquement, mais ils nécessitent toujours de la matière exotique en quantité qui n'ont jamais été produites ou observées. Un article de 2021 du physicien Eric Lentz proposait une solution de moteur à distorsion, n'utilisant que de l'énergie positive, mais les exigences énergétiques restaient astronomiques et le concept n'a pas été validé expérimentalement. En 2026, les moteurs à distorsion restent des constructions théoriques sans aucun soutien expérimental, sans mécanisme confirmé pour produire les distorsions requises de l'espace-temps et sans chemin du concept à l'ingénierie. Il est critique d'être honnête à propos de ce que ces concepts spéculatifs représentent. Ce sont des possibilités mathématiques dans le cadre de la relativité générale. Ce ne sont pas des technologies, ce ne sont pas des propositions d'ingénierie. Ce sont des solutions à des équations qui décrivent la géométrie de l'espace-temps et elles nécessitent des conditions qui n'ont jamais été observées nulle part dans l'univers. Une civilisation qui pourrait fabriquer de la matière exotique en quantité planétaire, stabiliser des trous de verre ou générer des distorsions contrôlées de l'espace-temps, opérerait à des échelles d'énergie si loin au-delà de tout ce que nous pouvons extrapoler que les invoquer pour résoudre le paradoxe de Fermi est essentiellement équivalent à invoquer la magie. Ce n'est pas un rejet de la physique future. Il est possible, peut-être même probable, que l'univers contienne des phénomènes et des principes que nous n'avons pas encore découverts. Mais un raisonnement responsable sur le paradoxe de Fermi nécessite de travailler dans le cadre de la physique que nous connaissons, pas de la physique que nous souhaitons. Cela nous amène à un point plus subtil, mais également important. La phrase « civilisation suffisamment avancée » est souvent invoquée comme si le progrès technologique transcendait éventuellement les lois de la physique. Ce n'est pas le cas. Une civilisation d'1 million d'années possédera certainement des capacités que nous ne pouvons pas prédire, mais ces capacités opéreront toujours dans le cadre de la loi physique. Elles ne violeront pas la conservation de l'énergie. Elles ne violeront pas la conservation de la quantité de mouvement. Elles ne briseront pas la vitesse de la lumière dans le vide. Le progrès technologique ne change pas les constantes de la nature. Il apprend à travailler à l'intérieur d'elle plus efficacement. L'humanité est passée de charrettes tirées par des chevaux aux avions à réaction en environ 2 siècles, une augmentation de la vitesse de voyage d'environ 3 ordres de grandeur, mais nous n'avons pas changé les lois de l'aérodynamique ou de la thermodynamique pour le faire. Nous avons trouvé des moyens plus efficaces d'exploiter ces lois. Le même principe s'applique aux échelles cosmiques. La distinction critique
est entre les barrières d'ingénierie et les barrières physiques. Une barrière d'ingénierie était quelque chose qui est difficile, mais pas interdit par la physique. Construire un réacteur à fusion est une barrière d'ingénierie. C'est incroyablement difficile, mais rien dans les lois de la nature ne l'empêche. Une barrière physique était quelque chose que les lois de la nature interdisent indépendamment de la capacité d'ingénierie. Voyager plus vite que la lumière dans le vide est une barrière physique. Ce n'est pas une question de construire un meilleur moteur. C'est une propriété fondamentale de l'espace-temps. Ce n'est pas analogue au mur du son, qui a un jour été pensé comme une limite absolue, mais a été brisé par des avions plus rapides. Le mur du son est une caractéristique de l'air. La barrière de la vitesse de la lumière est une caractéristique de l'univers. Elle ne dépend pas de ce dont vous êtes fait, de votre intelligence, ou de l'avancement de votre technologie. Elle s'applique à toute matière et énergie également, partout, toujours. L'univers ne négocie pas. Le scénario le plus généreux possible pour la capacité interstellaire d'une civilisation avancée pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Il maîtrise la production et le stockage d'antimatière, créant un carburant avec 100% de conversion masse-énergie. Ils construisent un vaisseau spatial qui transporte assez d'antimatière pour accélérer à 50% de la vitesse de la lumière, puis décélérer au repos à la destination. Le rapport de masse pour une telle mission, même avec un moteur parfait, serait d'environ 3 pour 1. Pour chaque kilogramme de charge utile, ils ont besoin de 3 kg de propergol total, dont la moitié doit être de l'antimatière. Pour une mission significative transportant 1 million de kilogrammes de charge utile, ils ont besoin d'environ 1 million de kilogrammes d'antimatière. Produire autant d'antimatière nécessiterait des apports d'énergie d'au moins 9 fois 10, puissance 22 joules, à une efficacité théorique parfaite. Et l'efficacité de production réelle multiplierait ce chiffre de plusieurs ordres de grandeur. Ce n'est pas impossible pour une civilisation suffisamment avancée. Une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, capable d'exploiter la production énergétique entière de son étoile haute, pourrait en principe générer de telles énergies. Mais cela représenterait un investissement colossal pour une seule mission. Et même à 50% de la vitesse de la lumière, le voyage vers une étoile à 50 années-lumière prend 100 ans. Un voyage vers une étoile à 500 années-lumière prend 1000 ans. Un voyage à travers la galaxie prend 200 000 ans. Le stockage présente des défis également formidables. L'antimatière s'annihile au contact de toute matière normale. Elle doit être contenue dans un vide parfait en utilisant des champs magnétiques ou électriques, une technologie appelée piège de Penning. Les pièges actuels peuvent retenir de minuscules nombres d'antiparticules pour des durées limitées. Passer à l'échelle pour contenir des quantités macroscopiques d'antimatière, la garder parfaitement isolée des parois de son conteneur et des molécules de gaz vagabondes pendant la durée d'une mission de plusieurs décennies, nécessiterait des percées d'ingénierie qui n'existent pas actuellement, même sous forme théorique. La dilatation du temps offre une dernière consolation partielle, et elle mérite un examen honnête. La relativité restreinte d'Einstein prédit que le temps passe plus lentement pour les objets se déplaçant à de hautes vélocités par rapport à un observateur stationnaire. Un vaisseau spatial voyageant à 90% de la vitesse de la lumière connaîtrait une dilatation du temps telle que pour chaque année qui passe à bord, environ 2,3 années passent sur Terre. À 99% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit de 99% 100 de la vitesse de la lumière, le facteur augmente à environ 7. À 99,9%, il atteint environ 22. En principe, cela signifie qu'un équipage voyageant à de très hautes vitesses relativistes pourrait traverser de vastes distances en ne vieillissant que modestement. Un vaisseau voyageant à 99% de la vitesse de la lumière pourrait atteindre une étoile à 100 années-lumière en environ 101 ans de temps terrestre, mais l'équipage ne vivrait qu'environ 14 ans de temps subjectif. Le diamètre de 100 000 années-lumière de la galaxie
pourrait être traversée en environ 14 000 ans de temps du vaisseau à cette vitesse, comparé à 100 000 ans de temps terrestre. Cela semble transformateur. Et ça l'est pour les voyageurs. Mais cela ne fait rien pour la civilisation qui les a lancés. Le monde d'origine vieillit toujours au rythme normal. Si vous envoyez un équipage vers une étoile à 100 années-lumière, à 99% de la vitesse de la lumière, 101 ans passent à la maison avant que le vaisseau n'arrive. Un aller-retour prendrait plus de 200 ans de temps terrestre. L'équipage reviendrait à une civilisation qui aurait avancé de 2 siècles, où tous ceux qu'il connaissait seraient morts depuis des générations. Ils seraient des réfugiés temporels, échoués dans leur propre futur. De plus, atteindre 99% de la vitesse de la lumière nécessite une quantité d'énergie colossale, bien au-delà de tout ce qui est produit à l'échelle planétaire. L'énergie cinétique relativiste d'un vaisseau spatial à 99% de la vitesse de la lumière est environ 6,1 fois son énergie de masse au repos. Pour un vaisseau de 100 000 kg, c'est environ 5,5 fois 10, puissance 22 joules. C'est approximativement équivalent à la consommation énergétique totale de la civilisation humaine sur un siècle entier, concentrée dans la propulsion d'un seul vaisseau. Aucune technologie connue ou projetée ne peut fournir de telles énergies. La dilatation du temps est de la vraie physique. Elle est confirmée par des expériences avec des accélérateurs de particules et des horloges atomiques précises sur des avions et des satellites. Mais l'exploiter pour le voyage interstellaire pratique nécessite des vitesses si extrêmes que les coûts énergétiques deviennent physiquement prohibitifs pour toute civilisation concevable. C'est une trappe de sortie théorique avec un verrou dont personne n'a la clé. Quand vous assemblez toutes ces contraintes, énergie d'accélération, énergie de décélération, rapport de masse, durée de vie biologique, continuité civilisationnelle, dangers environnementaux interstellaires, l'absence de matière exotique, l'échec de chaque raccourci proposé à survivre au contact avec la réalité expérimentale, et la distinction incontournable entre barrières d'ingénierie et barrières physiques, une image émerge qui est à la fois simple et profonde. La vitesse de la lumière n'est pas un pont entre les civilisations, c'est un mur. Elle permet l'observation. Elle permet la communication, quoique avec des délais mesurés en années, décennies ou siècles. Mais elle interdit effectivement le voyage physique entre tous les systèmes stellaires, sauf les plus proches. Et même ces voyages les plus proches nécessitent des dépenses énergétiques et des durées de mission qui les placent à la limite extrême de ce que toute civilisation pourrait plausiblement réaliser. La galaxie n'est pas vide. Elle grouille peut-être de vie. Des milliards de mondes en orbite autour de milliards d'étoiles, la chimie devenant biologie, la biologie devenant intelligence, l'intelligence devenant technologie. Des civilisations émergeant, s'épanouissant et contemplant le même ciel que nous contemplons, détectant les mêmes exoplanètes, faisant les mêmes calculs, arrivant à la même conclusion dévastatrice. Les distances sont trop grandes. Les vitesses sont trop lentes. Les coûts énergétiques sont trop élevés. Et l'univers n'offre pas de raccourci. C'est la prison cosmique. Pas une prison de barreaux et de murs, mais une prison de géométrie et de vélocité. La galaxie est structurée de sorte que la vie intelligente peut apparaître en abondance, mais ne peut pas facilement établir le contact. Chaque civilisation occupe sa propre île, entourée par un océan d'espace-temps que la lumière elle-même a besoin de milliers d'années pour traverser. Elles peuvent voir les autres îles au loin. Elles peuvent détecter la fumée d'autres feux, mais elles ne peuvent pas construire un bateau assez rapide pour les atteindre. Il y a quelque chose de profondément cruel dans cette architecture. L'univers n'est pas avare d'indices. Il ne cache pas la possibilité de la vie. Au contraire, il la publie. Les atmosphères planétaires trahissent les déséquilibres chimiques qui signalent l'activité biologique. Les signaux radiotechnologiques, si d'autres civilisations en produisent, se propagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière dans toutes les directions.
Les empreintes spectrales des biomarqueurs sont visibles à travers des dizaines d'années-lumière pour les télescopes suffisamment sensibles. L'univers vous montre que la vie est possible. Il vous montre que les ingrédients sont partout. Il vous montre que les mondes existent par milliards. Et puis il vous informe que le monde habité le plus proche pourrait être à des décennies de voyage, même à des vitesses que votre espèce ne sait pas encore atteindre. L'univers est un musée où les œuvres d'art sont séparées par des océans. Pensez à ce que cela signifie pour l'expérience subjective de toute civilisation technologique, n'importe où dans la galaxie. Le moment où ils développent un poche et des télescopes assez puissants pour résoudre les exoplanètes, analyser les atmosphères et détecter les signatures chimiques de la vie, est le même moment où ils réalisent à quel point ces mondes sont désespérément hors de portée. La connaissance et l'impuissance arrivent simultanément. C'est le moment où l'enfant réalise que les étoiles ne sont pas des lumières accrochées au plafond qu'il pourrait toucher en grimpant, mais des soleils à des distances que même la lumière met des années à franchir. Sauf que pour une civilisation technologique, ce moment n'est pas une déception passagère. C'est une conclusion permanente, gravée dans les lois de la physique. La vérité terrifiante, enfouie dans tout ce que nous avons exploré, n'est pas que les extraterrestres n'existent pas. C'est presque certainement l'opposé. Dans une galaxie aussi vieille, aussi vaste et aussi riche en ingrédients de la vie, la probabilité que nous soyons seuls approche zéro. Quelque chose est là dehors, beaucoup de quelque chose peut-être, pensant, construisant, s'émerveillant, cherchant. Mais l'univers pourrait être structuré de sorte qu'il ne puisse jamais nous atteindre, et nous ne puissions jamais les atteindre. La vitesse de la lumière, que nous avons un jour célébrée comme la chose la plus rapide en existence, est en fait le mécanisme de notre isolement. C'est la limite de vitesse cosmique qui assure que chaque civilisation reste piégée dans son propre voisinage, séparée de chaque autre civilisation, par des écarts qu'aucun vaisseau ne peut pratiquement franchir, qu'aucun signal ne peut rapidement enjamber et qu'aucune technologie encore imaginée ne peut éliminer. Le silence du ciel n'est pas la preuve d'une absence, c'est la preuve de la distance. Le paradoxe de Fermi n'est peut-être pas un paradoxe du tout. Il est peut-être simplement la conséquence naturelle d'un univers où la vitesse de la lumière est assez rapide pour illuminer le cosmos, mais trop lente pour le connecter. Il y a une ironie finale dans tout ceci qui mérite d'être nommée. La vitesse de la lumière n'est pas seulement la limite de vitesse de l'univers, c'est aussi le mécanisme par lequel l'univers se révèle. Chaque photon qui arrive dans nos télescopes porte de l'information sur un monde lointain. Chaque spectre absorbé raconte la composition d'une atmosphère que nous ne visiterons peut-être jamais. Chaque oscillation dans la courbe de lumière d'une étoile révèle la présence d'une planète que nous ne foulerons peut-être jamais. La lumière est simultanément le révélateur de l'univers et le gardien de ses distances. Elle nous montre tout et ne nous laisse toucher rien. C'est peut-être la leçon la plus profonde cachée dans la physique de la vitesse de la lumière. L'univers n'est pas hostile. Il n'est pas indifférent non plus, dans un sens purement physique. Il est structuré. Il a des règles. Et ces règles créent un cosmos où la conscience peut émerger, où l'intelligence peut se développer, où la technologie peut s'épanouir, mais où chaque île de conscience reste séparée de chaque autre par des océans que les lois de la physique rendent pratiquement infranchissables. Nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes peut-être définitivement seuls de toutes les manières qui comptent, entourés de vies que nous ne pourrons jamais rencontrer, de voisins que nous ne pourrons jamais visiter, d'esprits que nous ne pourrons jamais connaître. Chacun de nous, chaque civilisation qui a jamais levé les yeux vers les étoiles, est assis à l'intérieur de sa propre poche silencieuse de l'obscurité, capable de voir la lumière de feux lointains, mais incapable de traverser l'espace entre eux avant que le feu ne s'éteigne. La vitesse de la lumière n'est pas notre autoroute vers les étoiles. C'est le silence entre elles. Et dans ce silence, chaque civilisation qui a jamais existé
a peut-être posé la même question que nous posons maintenant, fixant le même vaste, beau, inaccessible ciel. Où sont-ils tous? Ils sont juste là, impossiblement loin, impossiblement hors de portée, brûlant leur propre feu, bref, sur leur propre petit monde. Séparés de nous, non pas par la malveillance ou l'indifférence, mais par la simple géométrie impitoyable d'un univers qui vous laisse regarder, mais ne vous laisse jamais toucher. La vitesse de la lumière est le nombre le plus solitaire de la physique, et il le sera toujours.